L'année 49-50 est celle de votre premier voyage en métropole, c'est celle de votre arrivée à Paris, où vous êtes interne à Louis-le-Grand, puis en 52 vous entrez à l'École normale supérieure. Vous avez gardé un souvenir douloureux de toutes ces années d'école, dont vous dites qu'elles ne vous ont rien donné du premier coup. En 1960 et jusqu'en 1964, vous serez l'assistant de Suzanne Bachelard, Georges Canguilhem, Paul Ricoeur et Jean Val. Mais en dépit de tous les mauvais souvenirs d'école, vous allez renoncer à un poste CNRS et vous allez revenir à l'invitation de Jean Hippolyte et Louis Althusser à l'École normale supérieure pour y rester 20 années. En 91, vous avez dit que vous aviez toujours eu le mal d'école, comme on dirait avoir le mal de mer, que vous ne pouviez franchir le seuil d'une institution d'enseignement sans ressentir des signes physiques de malaise et d'angoisse. Aujourd'hui, Jacques Derrida, est-ce que vous entrevoyez la possibilité d'une guérison ? J'ai préparé l'école normale depuis Paris. Donc je suis parti en bateau pour la première fois d'Algérie. J'ai mis le pied en France pour la première fois à l'âge de 19 ans. Et les cagnes de Louis le Grand, les concours d'entrée à l'école normale, les concours de guérison, je dis au pluriel parce que j'y ai échoué au moins une fois dans l'un et l'autre cas, ont été des épreuves terrifiantes. Des moments d'angoisse, de fatigue à un degré que je n'ai jamais connu depuis. J'étais beaucoup plus fragile et vulnérable physiquement, nerveusement que je ne suis maintenant. Et donc c'était la limite du supportable pendant 3 ans avant d'entrer à l'école normale, puis pendant 4 ans à l'école normale. C'est des moments très durs. Naturellement, ce que j'accuse, quand je ne me plains pas seulement, ce que j'accuse, c'est le système de ces concours. La menace de la guillotine, en quelque sorte, c'est en tout cas comme ça qu'on le ressentait, a fait de ces années-là des années infernales pour moi. Ce passé a été douloureux. Je n'ai jamais aimé l'école, pour dire les choses très vite. Je me suis toujours senti très mal. Et néanmoins, je suis, comme vous le rappeliez, toujours revenu. Et l'école normale est le meilleur exemple de cela, parce que à travers la souffrance dont je parlais tout à l'heure, naturellement, le modèle séduisant, fascinant de l'école normale s'est imposé à moi. Donc quand on m'a proposé d'y revenir, quand Althusser et Hippolyte m'ont proposé d'y revenir, alors que je pouvais aller ailleurs, j'avais déjà été admis au CNRS, j'ai démissionné du CNRS pour revenir à l'école normale. Quelques critiques que je puisse avoir à l'égard de l'école, de cette école, etc., à ce moment-là, c'était un modèle. Y enseigner était une sorte d'honneur et de gratification que je n'ai pas eu le courage ou l'envie de refuser. Donc cette ambiguïté-là de l'école détestée et vers laquelle on revient tout le temps, c'est resté une constante. Eh bien aujourd'hui, puisque pour en venir à votre question, même ambiguïté, d'une certaine manière je me sens libre, puisque aucune obligation ne m'est plus faite d'enseigner. Mais évidemment, déjà, nostalgie, d'ailleurs c'est pourquoi je vais continuer à donner un séminaire. Je ne suis pas obligé, mais je vais continuer à donner un séminaire, sans compter que l'enseignement à l'étranger est toujours possible. Et je vais donc par une sorte de compromis, de transaction qui aura été la marque de mon rapport à cette chose qu'on appelle l'école. Par une transaction, je vais continuer à y être sans y être, à y rester sans y rester, à ne pas choisir entre rester et partir. Au fond, c'est ça que j'ai toujours fait. Ce qui est quand même assez paradoxal quand même malgré tout, c'est que, alors qu'à l'EHESS, où vous avez été élu directeur d'études il y a 13 ans maintenant, avec comme direction d'études les institutions philosophiques, vous êtes resté un peu, si on peut dire, le mal-aimé de l'institution académique en France. La liste de vos déboires est longue. C'était pas tellement utile de revenir là-dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce déni, il est inversement proportionnel à la reconnaissance dont vous avez pu bénéficier dans les institutions académiques étrangères ou alors dans des espaces culturels qui n'ont rien à voir avec l'institution. Alors,
comment vous pouvez expliquer cela? Parce que, bon, vous n'avez jamais cessé, enfin, c'est le nerf de votre travail, de réfléchir sur la question de l'institution, d'essayer d'en décrypter les phénomènes. Bon, à ce titre, vous avez été à l'origine d'initiatives de réflexion à la fois personnelle et collective. Enfin, pour en citer quelques-unes, il y a le greffe en 74, puis les États généraux de la philosophie en 79 qui se sont tenus à la Sorbonne. Il y a la fondation du Collège international de philosophie dont vous avez été le premier directeur. Donc, et puis, bon, il y a votre rapport avec Jacques Bouvresse sur l'état et les perspectives de l'enseignement philosophique en France. Bon, alors, on dirait presque, je dirais de manière provocante, que c'est comme si votre intérêt pour la philosophie était contraire, par sa nature, à l'intérêt des institutions philosophiques. Mal aimé, disiez-vous. Oui, mal aimé. C'est-à-dire que peut-être j'étais aimé, mal, mais aimé. Et si je jette un regard rétrospectif cavalier sur toute cette histoire-là, et un regard objectif, donc, en me limitant aux faits, eh bien, malgré la volonté, en quelque sorte, organisée, souvent très organisée, de me barrer un certain nombre d'accès, le fait est que j'étais assistant, professeur d'Hippocagne, assistant à la Sorbonne. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'école normale supérieure et pendant 15 ans à l'école des hautes études, c'est-à-dire dans des lieux extrêmement enviables, privilégiés, où j'ai pu bénéficier de la plus grande liberté possible. Donc, d'une certaine manière, je n'ai pas été si mal traité et j'ai eu beaucoup de chance, comme on dit. Et je crois que tout ça n'est pas simplement fortuit. Pourquoi alors même que j'ai pu être accueilli dans ces grandes institutions, au moment même où donc l'université m'a manifesté qu'au fond on ne voulait pas de moi, pourquoi cet équivoque qui, à mon avis, reproduit ou réfléchit l'équivoque dont je parlais tout à l'heure, qui est celle de mon propre rapport à l'école. C'est-à-dire que ceux qui, ne nommons personne, ceux qui n'avaient pas envie de me voir chez eux, sentaient bien que je n'étais pas chez eux, ou que je ne me sentais pas chez moi, chez eux. Et que donc vous portez ça comme votre propre responsabilité. C'est leur réponse à une certaine éthique de l'institution qui s'est formée en moi à partir des événements dont nous parlions en commençant. C'est-à-dire que je ne voulais pas appartenir sur le mode du consentement passif, c'est-à-dire sans remise en cause. Je ne voulais pas appartenir à ces institutions et cela se marquait de deux manières. D'un côté, j'ai toujours, je pense, répondu à ce que je considère comme les exigences les plus dignes de l'université et de l'enseignement philosophique, mais à cause de ce devoir, de cette réponse-là, j'étais amené à mettre en cause un certain nombre de normes institutionnelles, non seulement dans la pratique de tous les jours, mais dans l'écriture, dans l'enseignement, dans la forme des questions posées, dans enfin, ce que j'écrivais, parce que c'est là que les choses se sont passées. Ce n'est pas moi personnellement ou la couleur de mes yeux qu'on ne voulait pas, c'est ce que j'écrivais. Et le rapport entre ce que j'enseignais et ce que j'écrivais, qui était jugé difficile à accepter. Eh bien, je crois que la réponse était, en quelque sorte, à la fois choquante et normale, et prévisible, de la part d'une institution qui s'est défendue contre ces questions-là. Et j'ai fait de cette situation un objet d'analyse, comme vous le savez. Ce n'était pas pour faire un mot que j'ai insisté sur mal aimé, parce que je crois que s'il n'y avait pas eu cette contrariété dans un mouvement d'amour ou d'intérêt, il n'y aurait pas eu non plus le rejet. Il n'y a pas de rejet violent qui ne traduise pas un peu son contraire ou la défense de son contraire. Mais par contre, il y avait malgré tout un geste philosophique, enfin quelque chose qui correspondait aussi à votre geste, disons,
plus intérieure, puisque bon, on vous a souvent reproché d'être trop hermétique, de vous être isolé volontairement. Enfin, c'est souvent Oui. là-dessus, vous semblez pas totalement accréditer cette thèse. Non, je crois qu'on pourrait analyser cette accusation. Il y a tellement de philosophes beaucoup plus hermétiques, comme on dit, que moi. Et si j'étais simplement hermétique, ça ne serait pas grave. Hein. Ça ne serait pas trop grave. Ceux qui m'accusent d'hermétisme, c'est ou bien qu'ils ne font pas le travail, et je crois que tous les textes appellent un certain travail, et notamment les textes philosophiques, ou bien ils ne font pas le travail, ou bien ils en comprennent assez, ils savent que les lecteurs ou les auditeurs en comprennent assez pour penser qu'il faut pas, il vaut mieux rejeter ça d'avance. Donc je crois que l'accusation d'hermétisme ne tient pas. D'abord parce que je fais tout ce que je peux pour être clair, dans la mesure où la clarté ne nuit pas à la complexité des choses, bien sûr. Je fais tout ce que je peux pour être clair. D'autre part, je pense que beaucoup de gens comprennent bien de quoi il s'agit. Oui, mais justement, ça signifie également que vous avez élaboré une réflexion philosophique qui est menaçante pour l'institution dans ses normes établies. Peut-être, je n'aimerais pas trop traduire ça dans le langage guerrier, mais il est probable que, au-delà même du contenu, la manière dont les codes, ou les normes d'écriture ou de langage que j'ai cru devoir proposer paraissaient même plus menaçants que le contenu même, si on peut dire. C'est la manière de formuler les questions, de parler, de s'adresser à l'autre, de faire des phrases, de croiser des références. Autrement dit, ou ce qu'on appelle couramment la rhétorique ou la manière d'écrire, ont été probablement jugées plus redoutables encore que le contenu même. Je crois que quand quelqu'un propose un contenu, disons, révolutionnaire, entre guillemets, dans le code courant de la rhétorique, sans gêner, sans remettre en question les normes institutionnelles, eh bien, l'université ou les institutions générales l'acceptent beaucoup plus facilement que quand quelqu'un change la mise en scène, ou s'interroge sur la scène même, sur l'organisation des protocoles et des procédures, des évaluations, des hiérarchies, etc. Donc je crois que c'est cela qui a inquiété, et ça n'était pas, comment dire, un manque de lucidité de s'en inquiéter, parce qu'il s'agissait de changer certaines choses, en effet. Alors, en dépit de tous les efforts que vous avez déployés avec d'autres, de réflexion, mais aussi de tentatives d'élaboration de nouvelles structures concernant l'enseignement de la philosophie, et dont on peut retrouver le cheminement dans votre ouvrage du droit à la philosophie qui est paru aux éditions Galilée. Alors vous aviez établi un certain nombre de commandements, presque les 10 commandements, pour défendre la philosophie, donc qui étaient des commandements protestataires, protester contre la soumission du philosophique à toute finalité, de l'ordre de l'utile, du rentable, du productif, protester contre son enfermement. Finalement, on peut dire que tous ces travaux sont soit restés lettres mortes, soit ont dévié de leurs objectifs initiaux. Je pense notamment au Collège international de philosophie, qui est pratiquement devenu une institution presque comme les autres, bien qu'il reste sujet à de nombreuses polémiques, comme on a pu le voir récemment. Mais comment vous vivez cette situation? Parce que vous y avez consacré de nombreuses années de travail. Vous la vivez comme un échec, comme un désaveu, comme un effet même peut-être de la déconstruction, dans la mesure où là seraient pointées finalement les limites du système académique d'enseignement. Ou alors vous considérez que ce travail était prématuré et qu'il est venu trop tôt? Et est-ce que vous avez finalement renoncé à vous battre sur ce front? Renoncer à me battre sous la forme où nous le faisions dans les années 70-80, certainement. Mes sentiments à cet égard sont mêlés. Il y a eu en effet une sorte de découragement devant des résistances qui n'est pas simplement politique de la part des pouvoirs, mais aussi de la part de la corporation des enseignants. Vous vous en souvenez, dans les années 70, enfin
70-80, le greffe a commencé en 74-75, nous avions mis en chantier, d'une part, des travaux de recherche philosophiques et théoriques sur l'histoire de l'enseignement, non seulement en France, sur les axiomes, les présupposés, les préjugés quelquefois, qui fondaient l'organisation de cet enseignement, des institutions d'enseignement. Il n'y avait pas seulement, bien que ce thème ait occupé une grande place, il n'y avait pas seulement la question de la place de l'enseignement philosophique, de l'âge auquel on dispensait cet enseignement. Il y avait beaucoup d'autres questions. Mais évidemment, cette question de la classe de philosophie, de l'âge approprié pour accéder à l'enseignement philosophique, occupait un lieu stratégique dans nos analyses et dans notre combat, puisque nous n'avons pas dissocié, en quelque sorte, les recherches, appelons-les théoriques, philosophiques, d'une action militante. Et c'est sur ce point, avec tout ce qui l'entourait, tout ce qu'il commandait aussi, c'est sur ce point que nous sommes heurtés, d'une part, à l'immobilité politique des gouvernements de gauche et de droite, mais aussi à de très fortes réticences, quelquefois spontanées et réfléchies, quelquefois très organisées, des collègues de l'enseignement philosophique, sans parler non seulement d'autres disciplines, parce qu'il s'agissait aussi de transformer le rapport entre la philosophie et les autres disciplines. Donc, cette action s'est développée dans les années 74, 75, jusqu'en 80, jusqu'aux États généraux de la philosophie, en 79, qui avait fait à ce moment-là reculer le gouvernement, qui était en train de mettre sur pied une réforme qui aurait abouti à sinon à la disparition, du moins une réduction dangereuse de l'enseignement philosophique en terminale, puis à l'installation du Collège international de philosophie, dont les prémices, pour une bonne part, étaient ceux du greffe, c'est-à-dire l'ouverture de la philosophie à de nouveaux objets, à des échanges d'un type nouveau, non pyramidal, comme on disait, non hiérarchique aux autres disciplines, scientifiques, littéraires, artistiques, à des pratiques artistiques, et avec le souci d'ouvrir un espace à des thèmes et des objets qui n'étaient pas encore légitimés dans les institutions universitaires, contre lesquels nous n'avions rien, simplement nous souhaitions ouvrir ce nouvel espace, tout en accueillant sans titre titre nécessairement requis, des enseignants du secondaire, par exemple, des artistes, des architectes, des étrangers, aussi en desserrant l'espace national de l'enseignement. Mais quand même, les questions d'enseignement, ça vous importe toujours, puisque de toute façon, vous tenez vos séminaires. Bien sûr, oui, non seulement parce que j'ai toujours enseigné, mais parce que je n'imagine pas de philosophie dissociée de son enseignement, ni de recherche dissociée de son enseignement. Mais naturellement, le lieu depuis lequel, avec d'autres, j'ai essayé d'y introduire de nouvelles normes, une nouvelle rhétorique, une nouvelle pédagogie, une nouvelle mise en scène, ce qui n'est pas seulement une question formelle, mais qui touche à la politique de l'enseignement, à son rapport à la société. Alors, cela m'a paru au cœur même de la pensée philosophique, et non pas simplement comme son entour institutionnel. Hein. Mais finalement, ces questions-là, vous les avez ouvertes au même moment que votre engagement en 74 au greffe, hors le champ académique, puisque c'est à ce moment-là que vous avez posé la question du droit, du propre, du droit de propriété, du droit des œuvres, de la signature, du marché, ou disons plus généralement celui de la culture et de ses représentations. Et on pourrait dire que finalement, vous aviez pris un peu à bras-le-corps la question de savoir ce qui borde et structure institutionnellement tout type de discours, y compris celui médiatique. Mais là, on peut dire que vous avez eu une réelle réception de votre travail, puisque vous avez pu, travailler avec d'autres.
Avec, moi je pense aux architectes, Oui. aux juristes. On pourrait montrer que la question de l'enseignement, telle du moins qu'elle a pu m'occuper, m'engager, n'est jamais simplement dans l'enseignement. Hein. C'est-à-dire qu'elle est posée à travers donc tous les thèmes, tous les motifs qui apparemment sont étrangers à la question de l'enseignement philosophique. Et ce qui fait que les années passant, en effet, les chemins de mes des discours, des textes, des conférences, des engagements institutionnels ont ressemblé à la carte que vous dessiniez tout à l'heure, où la philosophie se trouve. Au centre d'interaction? Non, je ne dirais pas au centre, justement. La question, alors la topologie de la chose est très compliquée. Elle n'est pas le centre, elle n'est pas non plus simplement excentrique ou extrinsèque. Elle n'est pas au sommet de la hiérarchie comme en général on l'a située. Elle n'est pas au sommet d'une pyramide depuis laquelle le philosophe surveillait tous les champs du savoir. Elle n'est ni au centre ni au sommet, mais elle est néanmoins, sans une sorte de maîtrise ubiquitaire, elle est néanmoins mêlée à tout. N'est-ce pas ? Elle est fécondée partout, quelquefois fécondante. Et alors, naturellement, je ne sais pas comment je dessinerai cet ordre du rapport entre la philosophie et ses autres. Ce ne serait ni un rapport de domination ou de coextensivité, ni simplement un rapport de marginalité extrinsèque. Vous savez, il m'est souvent arrivé d'insister sur le fait que ce qu'on appelait la mort de la philosophie, sa précarité, la réduction de son champ, les menaces qui pesaient sur elle, allait de pair avec, ou était la conséquence de son hégémonie, de ce par quoi elle se situait au plus haut. C'est parce qu'elle se situait au sommet de la pyramide, d'une pyramide du savoir, où elle prétendait dicter ou connaître le sens de chaque région, c'est parce qu'elle était si haut que son espace se réduisait comme celui d'une pointe, n'est-ce pas ? Et qu'elle était à la fois mourante et réprimée dans l'institution. Donc en changeant la topique de ce rapport, c'est-à-dire en apparemment privant ou en contestant la maîtrise philosophique qu'on lui donnait, que j'essayais de marquer, qu'on pouvait lui donner plus de chance et plus d'espace et plus de vitalité finalement. Mais alors, comment vous recevez finalement des échos qui peuvent être tout à fait inattendus et qui ne passent pas directement par vous, mais par vos textes, notamment, moi je pense en musique, où de manière très étrange, que ce soit des musiciens de jazz ou de musique contemporaine, ou encore, disons, de rock, il y a une espèce de forme de rapport à la gramophonie de vos textes qui s'est installé presque à votre corps défendant, comme un effet de votre travail. Comment vous le vivez, ça ? Parce que c'est inattendu, et ça se passe... Inattendu et attendu. Inattendu et espéré. Il n'y a pas de corps défendant, en tout cas. Il n'y a pas de corps défendant parce que rien ne peut, au contraire, répondre à une espérance de ma part, à ce degré. Donc, bien que je ne programme pas cela, bien que ça se fasse naturellement à l'initiative d'autres, je pense en effet à l'architecture et à la musique où je n'ai pas ni de compétences ni d'initiative personnelle. Quand cela arrive, non seulement je ne m'en inquiète pas, je ne me défends pas. Quand je peux y participer, comme c'était le cas avec Ornette Coleman ou avec des architectes, où on me demande d'y participer à ma manière et modestement, au contraire, je me précipite d'une certaine manière. En tout cas, j'y vais. Vous y assistez dans certains cas. J'y assiste, j'y participe à ma manière comme je peux. Mais à la fois, c'est inattendu dans la mesure où je ne peux pas le programmer, où je n'en ai pas l'initiative. Mais d'autre part, je ne dirais pas que ça me surprenne totalement, parce que je crois qu'il y a là des possibilités ou des affinités auxquelles j'ai, disons, obscurément, virtuellement pensé, au moins.
guitar.